Rencontre du lundi soir ou lundi d'histoire au Café Olala, chaque lundi à la sortie immédiate du métro Beaubien à Montréal. Je mentionne Montréal, Québec, parce que je remercie, grâce à François Thérien, j'ai eu une douzaine de messages de France, de Belgique et de Suisse cette semaine qui nous ont pris, dont un Québécois qui habite à Genève, qui suit nos conférences toutes les semaines, donc c'est vraiment extraordinaire. Bienvenue à tout le monde. Donc, dans cette série, cette année, consacrée aux indépendances à travers le monde, les indépendances des peuples, nous en sommes aux indépendances de l'Amérique latine, sur lesquelles nous nous pencherons pendant 3 semaines, de façon particulière sur certains pays. Je vous en parlerai tout à l'heure. Ce soir, nous allons surtout faire quelques remarques préliminaires, c'est-à-dire nous allons nous mettre dans le contexte de ces indépendances avant de les regarder, non pas une par une parce qu'il y en aurait trop. 3 semaines ne seraient pas suffisantes. Cependant, après nous être penchés sur l'indépendance des États-Unis, qui fut, ne l'oublions pas, les Américains furent le premier peuple à faire leur indépendance au sens moderne où nous l'entendons. Après nous être penchés sur l'indépendance de la Finlande, de la Norvège, de la Hollande. Ensuite, nous nous sommes penchés sur les indépendances dites de la décolonisation, en nous attardant longuement les 2 dernières semaines sur l'indépendance du Kosovo. Je vais tout à l'heure encore consacrer au moins quelques minutes à l'actualité de l'indépendance du Kosovo, puisque c'est l'indépendance la plus actuelle à laquelle nous sommes confrontés. Ça n'arrive pas tous les jours qu'un pays fait son indépendance, qu'un peuple réussit à obtenir son indépendance. Les indépendances de l'Amérique latine sont des indépendances qui se situent directement dans la même terre que ce que revendiquaient nos patriotes de 1837-1838. Hélas, pendant trop longtemps, on a reproché aux Québécois d'être fermés sur le monde, de ne pas s'intéresser à ce qui se passait ailleurs, de ne pas subir suffisamment les influences de l'humanité, que nous étions un peuple obtus, fermé surtout. Eh bien, ce qui s'est passé en Amérique latine au XVIIIe siècle s'est abreuvé aux mêmes sources que Louis-Joseph Papineau et son parti patriote, c'est-à-dire la Révolution américaine et la Révolution française. Pour être plus précis, au risque d'en dépeigner quelques-uns, c'est une autre indépendance que celle des pays de l'Amérique latine, qui est due en grande partie à l'influence des francs-maçons. Les chefs indépendantistes de l'Amérique latine étaient tous des francs-maçons, qui, pour la plupart d'entre eux, avaient été initiés dans les loges hispaniques, ibériques pour être plus précis. Quand on parle de la péninsule ibérique, on parle de l'Espagne et du Portugal. Le Portugal est à l'Espagne, ce que la Hollande est à l'Allemagne. La langue portugaise, comme par hasard, est à la langue espagnole, ce que la langue néerlandaise est à la langue allemande. C'est-à-dire des langues périphériques, parlées par beaucoup moins, bonsoir, par beaucoup moins d'individus. Mais nous reviendrons sur ce parallèle parce qu'il n'est pas anodin. Celles et ceux qui suivent la série de conférences grâce aux efforts de notre ami François Thérien grâce à Internet, si vous écoutez la causerie consacrée à l'indépendance de la Hollande, vous comprendrez pourquoi ce rapprochement avec le Portugal
se tient, si on peut dire. Parce que le Portugal est à l'Espagne, ce que la Hollande est à l'Allemagne. C'est-à-dire un petit peuple qui parle une variété linguistique, devrions-nous dire, parce que ce ne sont pas vraiment des langues différentes, ce sont une variété linguistique. Donc, les francs-maçons. Les patriotes de 1837-1838, ici au Bas-Canada, on appelle aujourd'hui le Québec, ont été grandement influencés par les idées maçonniques. Et je mets au défi quiconque de trouver cette affirmation dans quelque livre d'histoire que ce soit. Et pourtant, les francs-maçons fondent chaque fois qu'ils le peuvent leur loge, qui est comme une section, leur loge, un 24 juin. C'est important. L'ancien Lugier du Vernet, là, ils font leur loge un 24 juin. Il y a toujours un banquet. Le 24 juin 1834, Lugier du Vernet fonde la Saint-Jean-Baptiste autour d'un banquet. Donc les maçons font ça depuis longtemps. Et leur patron, c'est Saint-Jean-Baptiste. Ce qui est assez curieux également comme hasard. Non seulement leur patron est Saint-Jean-Baptiste, mais la journée par excellence pour leur célébration, c'est le solstice d'été, qui est la Saint-Jean. Lorsque l'Église catholique va succéder à l'Empire romain, l'Église va christianiser les fêtes païennes. Le solstice d'été se fête depuis des temps immémoriaux, à peu près chez tous les peuples du monde, et c'est toujours le feu qui est au centre de la célébration, parce que c'est la journée la plus longue de l'année. On fête donc la lumière. Donc l'Église, lorsqu'elle succède à l'Empire romain décadent qui disparaît, et j'en profite pour faire une petite parenthèse, quand on dit les Québécois, ce sont les premiers peuples du monde à s'être dit non à eux-mêmes. C'est absolument faux. Ce n'est pas une raison pour dire non. Mais c'est absolument faux. Il y a des tonnes de peuples qui se sont dit non à eux-mêmes. Et non pas les premiers, mais parmi les plus importants à s'être assimilés, nos ancêtres, les Francs, les Gaulois, qui se sont latinisés en courant. Donc, Astérix, c'est l'exception. Ils se sont latinisés, ils ont été colonisés, puis ils ont apprécié ce colonialisme, ils ont baigné dedans, puis ils ont fourni les cadres de l'armée romaine, les officiers des légions, et ainsi de suite. Donc c'est absolument faux quand on dit qu'on est les premiers. Pas une raison pour le faire, mais on nous dit ça toujours. Puis on répète ça, comme si le fait de répéter un mensonge en faisait une vérité. Donc il y a beaucoup de peuples à travers le monde qui ont, hélas, refusé à un moment ou à un autre d'accéder à leur indépendance. Le plus souvent, parce qu'ils ont baigné dans le colonialisme et qu'ils se sont assimilés. Beaucoup de peuples se sont assimilés. Et c'était vrai pour les Gaulois, c'est vrai pour toute l'Amérique latine, on va le voir dans le détail, c'est vrai pour toute l'Amérique latine. Le bilinguisme, c'est l'état nécessaire, obligé de l'assimilation. Les peuples ne sont jamais longtemps bilingues. Ils sont bilingues que le temps de s'approprier, d'intérioriser, de s'assimiler à l'autre langue, celle qu'on leur impose. Donc les francs-maçons, le mot maçon le dit. Il y a deux types de maçons. Il y a la maçonnerie opérative et il y a la maçonnerie spéculative. La maçonnerie opérative, c'est celle qui construira les cathédrales. Vous allez en Europe, un peu partout, on voit ces magnifiques cathédrales. Ici, on prend la peine de visiter comme il faut. On remarque à l'intérieur de ces cathédrales que les maçons
laissent leur marque dans les pierres, un peu partout. Des Saint Jean-Baptiste qui apparaissent. J'en ai vu à Barcelone, j'en ai vu à Amiens, j'en ai vu à Paris, j'en ai vu à Cologne, j'en ai vu à Amsterdam. Les vieilles cathédrales, vous allez toujours voir un Saint Jean-Baptiste en quelque part. Même si vous allez à Saint-Pierre-de-Rome, sur la place Saint-Pierre, allez sur Internet si vous n'y êtes pas allé, dans n'importe quelle encyclopédie, vous allez voir sur la place Saint-Pierre, au-dessus de l'enceinte de la place Saint-Pierre, il y a le Christ entouré des 12 apôtres. C'est réservé aux 12 apôtres. Immédiatement à sa gauche, il y a quelqu'un qui n'est pas un apôtre. Qu'est-ce qu'il fait là? Saint Jean-Baptiste. C'est la signature des maçons. Les maçons vénèrent Saint Jean-Baptiste. Disons, vous avez lui un culte tout à fait particulier qui va transcender non seulement les générations, mais les siècles. Et quand Ludger du Vernet, fondateur de la Société Saint-Jean-Baptiste, choisit Saint Jean-Baptiste comme patron des Canadiens, on appellera Canadiens français, québécois, mais à l'époque de Duvernay, ce sont les Canadiens, eh bien, il sait ce qu'il fait. La Société Saint-Jean-Baptiste est un organisme de type maçonnique, dès sa fondation. Donc, maçonnerie opérative, les constructeurs de cathédrales. Puis au 18e siècle, au tout début du 18e siècle, apparaît une autre maçonnerie qu'on va appeler la maçonnerie spéculative. C'est-à-dire, ce sont des maçons qui vont s'intéresser, qui vont chercher à comprendre le monde, à se comprendre eux-mêmes, puis à comprendre le monde. Ce sont des gens très intéressés par la philosophie, puis ils vont décider de mettre sur pied des sections qu'on appelle des loges. Vous allez voir souvent la correspondance avec Papineau, si vous achetez ou si vous consultez en bibliothèque la correspondance de Papineau, vous allez voir que quand Duvernay écrit à Papineau, il lui écrit « Mon vénérable maître ». Ce n'est pas un titre de politesse politique. Mon vénérable maître. On écrit à Duvernay, puis on dit mon frère. Ce n'est pas un titre religieux. Ce sont des titres maçonniques. Ce sont des titres maçonniques. Donc, la maçonnerie spéculative apparaît au début du 18e siècle. Le 18e siècle, il ne faut pas l'oublier, là. C'est le siècle des Lumières. C'est comme ça qu'on l'appelle dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire, c'est un siècle où la raison remplace l'autorité. L'argument d'autorité devient périmé, passé date. Je vais m'écouter parce que je suis ton père. Ça ne vaut rien à partir du 18e siècle. L'argument d'autorité, on enseigne même à nos élèves en philosophie, c'est l'argument le plus faible. Je vais penser ainsi parce que Jean-Paul Sartre le dit. C'est l'argument le plus faible. Au 18e siècle, et à ce moment-là, je n'ai pas besoin de vous dire, c'était l'autorité religieuse. C'était l'autorité divine. C'est marqué dans la Bible. Il y a des choses marquées dans la Bible. C'est marqué dans la Bible. C'est marqué dans l'Évangile. Donc, ça devenait une vérité absolue. Le siècle des Lumières, avec des philosophes comme Jean-Jacques Rousseau, comme Emmanuel Kant, un qui est apparu un peu avant, Spinoza, le portugais, le juif portugais qui va vivre à Amsterdam, les philosophes anglais de cette époque-là. Il y a toute une école philosophique qui va apparaître et qui va dire la raison c'est plus important que l'autorité. Quand on est capable de comprendre, quand on est capable de raisonner, on est capable de découvrir la vérité. Et tous les êtres humains ont une raison. Tous les êtres humains sont donc égaux. Premier dogme de la franc-maçonnerie, l'égalité des êtres humains. Ce qui était presque un péché. On dit que les êtres humains ne sont pas égaux. C'est la naissance qui détermine
la place que l'on occupe dans le monde, dans la société. Si vous êtes né comte, eh bien, si vous êtes fils d'un comte et d'une comtesse, vous naîtrez donc comte, et votre situation sociale, la place que vous occuperez au sein de la société, est déterminée par la naissance. Le siècle des Lumières, et là on parle de la pensée qui inspirera les indépendantistes américains et les révolutionnaires français, les républicains. Ce courant-là, marginal, plus marginal que le n'étaient les rinistes en 1960, ce courant-là très marginal, des philosophes des Lumières, et quand on dit les Lumières, c'est la philosophie des Lumières de la raison. Non plus les Lumières de l'autorité, non plus les Lumières de la foi, non plus les Lumières divines, les Lumières de la raison. Donc ce 18e siècle naissant, toutes les années 1700, sont des années où on va répandre cette nouvelle philosophie, qui est une philosophie révolutionnaire, qui va remettre en question tous les dogmes, y compris les dogmes politiques. Ça aura un effet direct sur les indépendances de l'Amérique latine. Parce que les indépendantistes, les chefs indépendantistes de l'Amérique latine vont s'abreuver au siècle des Lumières. Comme les patriotes de 1837 s'abreuvent au siècle des Lumières pour combattre l'autoritarisme de l'Église et de l'État. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai toujours préféré le terme indépendance à celui de souveraineté. Même si je comprends, souveraineté, ça vient de souverain. Ça vient du roi. C'est un héritage de l'époque de la monarchie absolue, qui est passé dans le vocabulaire politique. C'est une des premières déclarations des droits de l'homme, d'ailleurs. La souveraineté du peuple. Ben, la souveraineté du peuple, on l'enlève au roi pour la donner au peuple. Donc c'est un terme juridique, c'est un terme philosophique, alors qu'indépendance est un terme nettement plus politique, si on peut dire. D'ailleurs, si vous regardez, amusez-vous dans la minute du peuple, et regardez les fêtes nationales de tous les pays du monde, vous allez voir 90% d'entre eux, c'est le jour de l'indépendance, et vous allez voir, nulle part c'est marqué jour de la souveraineté. Dans toutes les langues, dans toutes les... c'est la fête de l'indépendance. C'est une expression populaire, une expression politique, une expression tout à fait éloquente. Mais la souveraineté, c'est important de le mentionner, c'est un terme qui existe, c'est tout à fait légitime. Ça vient de la souveraineté des monarques qu'on a voulu attribuer au peuple. C'est d'ailleurs l'essence, c'est-à-dire le cœur de la définition de la démocratie. Au lieu d'être le roi qui détient le pouvoir, c'est le peuple qui le détient. On prend la souveraineté du roi puis on l'applique au peuple. On la décalque sur l'ensemble de la population. Donc, durant le siècle des Lumières, ce que les grands philosophes vont répandre partout dans les différentes populations, et ça fera le tour du monde, hein? Le plus bel exemple que l'on a de la force des idées, c'est non seulement quand Raymond Barbeau en 1957, Raoul Roy en 1959, Marcel Chaput, André d'Allemagne, Pierre Bourgault en 1960 vont parler d'une idée qui est celle de l'indépendance, où il n'était qu'une vingtaine au Québec à croire en l'indépendance, et ça c'est aujourd'hui on est 2 millions. C'est la force des idées, c'est la même force que celle qui a animé le mouvement du siècle des Lumières. C'est-à-dire le siècle des Lumières, ce qu'il a réussi à démontrer, c'est la force des idées. Les idées, ça n'a pas de frontières, les idées, ça ne connaît pas l'espace, les idées, ça se répand, ça n'appartient à personne, et les véritables révolutions, ce sont les idées qui les font. Les individus ne sont que des occurrences. Ce sont les idées. Les individus tombent et l'idée demeure. Espérons-le, au moins ici aussi.
Donc, les maçons, ce qu'on appelle les francs-maçons, apparaissent au siècle des Lumières. La première fois que ça apparaît, c'est en Écosse, en Angleterre, le 24 juin 1717-1724, apparaît pour la première fois des sociétés qu'on appelle aujourd'hui secrètes, avec un rite d'initiation et un secret. C'est pour ça que ces sociétés sont parfois et encore défendues par l'Église. Parce qu'il y a initiation. L'initiation, ça va, il accepte ce chevalier de colon. C'est parce qu'il est une société secrète quand même, très catholique. C'est parce qu'il y a un secret qu'on ne peut pas divulguer à personne. Je ne suis pas maçon moi-même, donc je suis très à l'aise pour en parler. Souvent, les gens me demandent ça. Je ne suis pas maçon, mais je m'intéresse beaucoup à ça. Et je reconnais que les maçons ont joué un rôle déterminant dans l'histoire. Notamment ici, au Bas-Canada. Donc, les sociétés secrètes, les francs-maçons, les loges, apparaissent au 18e siècle. Ça réunit la bourgeoisie le plus souvent, c'est-à-dire des gens qui sont en affaires, en commerce, ou des instruits. Quand vous allez voir une tireuse de cartes, ils vont parler des hommes de droit, des notaires, des écrivains. Quand vous allez voir un homme de loi, ils nous disent ça. Valet de pique, une loi de cœur, on rencontrait un homme de loi. Oui. Les Rose-Croix ont-ils un lien avec la franc-maçonnerie? Oui, oui. Les Rose-Croix, c'est apparu après la franc-maçonnerie, mais c'est relié à la franc-maçonnerie. Mais à un moment donné, les Rose-Croix vont aller uniquement ou presque exclusivement dans la spéculation, presque mystique. Alors que les francs-maçons vont rester, vont contrôler, je sais pas, 80% des présidents de la République française ont été francs-maçons. 75% des présidents américains ont été francs-maçons. Les Rose-Croix vont plus aller du côté de la mystique, puis de la recherche plus théologique, si on peut dire. Kabbalistique, presque. Ça va aller plus de ce côté-là. Alors que les francs-maçons ont une activité initiatique, vont rechercher à mieux comprendre l'univers, vont spéculer, vont s'intéresser à l'épistémologie, entre guillemets, si on peut dire, mais vont aussi se rendre compte très rapidement qu'il faut être très concret. Ils vont devenir des républicains. Ils vont dire que la monarchie n'a aucun sens, qu'il faut abolir les monarques et remettre le pouvoir entre les mains du peuple. Les patriotes de 37-38 s'inspirent directement de cette pensée-là, ce qui n'a jamais été dit chez nous. Mais au défi de trouver un livre d'histoire chez nous qui va dire que les patriotes de 37-38 ont été influencés par les idées maçonniques, vous ne trouverez pas ça. Mais vous trouverez que les Américains l'ont été, que les révolutionnaires français l'ont été, et que les chefs indépendantistes de l'Amérique latine étaient tous des francs-maçons militants. Oui. Dans quelle ville d'Amérique latine il y avait des loges des francs-maçons? À peu près à cette époque-là? Oui. Dans quelle ville? Un peu partout. Ils vont surtout d'abord se faire initier en Espagne. Parce que tous les chefs, les grands chefs indépendantistes sur lesquels nous reviendrons, plus particulièrement à compter de la semaine prochaine, mais je pense à Simon Bolivar, je pense à José San Martin, ils ont été initiés en Espagne. Comme Papineau a été initié à Paris. Comme Duvernay a été initié aux États-Unis. Donc, les chefs indépendantistes de l'Amérique latine ont été initiés en Espagne. Par très souvent, des opposants au régime napoléonien. On va y revenir. Parce que c'est l'époque de Napoléon. Vous savez, ce qui va se passer en Amérique latine, un peu comme ce qui vient de se passer au Kosovo, nous fait comprendre à nous, les Québécois, que le fait qu'un pays devienne indépendant, c'est souvent le fruit de sa propre volonté. Mais j'ai envie de dire très souvent, pour ne pas dire le plus souvent, d'un contexte international favorisant cette émergence. Puis l'habileté des chefs indépendantistes, c'est de profiter de cette occasion-là. C'est ça que nos chefs doivent se faire. Profiter. On avait, mais pas si on avait, excusez-moi, si, moi je vais dire ça,
Nous avons des chefs indépendantistes, mais si... C'était C'est ça que j'allais demander. Oui, j'allais, en toute honnêteté, je ne peux pas me reprendre, je suis en direct, mais disons que si nos chefs indépendantistes étaient plus aguerris au niveau des connaissances de la situation internationale, on pourrait en profiter davantage. Ce que les Turcs appellent le timing. Tu sais, il y a un timing. Mais il y en a un pour l'indépendance des peuples aussi. Vous devez savoir, actuellement c'est un bon timing. Il y a quelque chose là. Parce qu'on oublie trop. Notre devise c'est « je me souviens », mais on se rappelle de rien. Si M. Parizeau a réussi à obtenir, quant à moi, 56-57% de oui, si on enlève les votes votés, les votes volés en 1995, donc si M. Parizeau a réussi à obtenir 56-57% de oui, on oublie trop souvent que 1995 a été précédé de 10 années d'indépendance à travers le monde. Des pays de l'URSS, des pays baltes, nous reviendrons sur l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie dans quelques semaines. Il y avait comme une espèce, et je m'en souviens comme c'était hier, il y a comme une espèce de culture internationale. D'ailleurs, les pays qu'on appelle de la décolonisation, c'est-à-dire ceux qui sont devenus indépendants après la Deuxième Guerre mondiale jusqu'en 1975, disons, en gros, l'élément le plus déclenchant a été l'effet d'entraînement. C'est pas moi qui le dis, ce sont les historiens. À un moment donné, tu avais 7-8 pays d'Afrique, 3-4 d'Asie, puis un autre 7-8 d'Afrique, puis à un moment donné, tu es rendu avec 40. Et la dernière fois que l'ONU a donné des directives sur le droit de vote dans un référendum sur l'indépendance, elle exigeait que les votants soient nés dans le pays concerné. C'est pas moi qui parle, c'est l'ONU. Lorsqu'il y a eu un référendum pour le Cameroun, en 1956, l'ONU a dit, pour avoir le droit de se prononcer sur la souveraineté d'un peuple, il faut être né dans le pays du peuple concerné. Ça lui apparaissait comme étant tout à fait... c'est l'ONU. C'est pas Marcel Chaput, c'est pas Pierre Bourgault, c'est pas M. Lévesque. C'est l'ONU qui a dit ça. Donc, il y a comme une espèce de culture internationale, et les patriotes de 1837, lorsqu'ils revendiquent l'indépendance du Bas-Canada, ce qu'on essaie de noyer, ce qu'on essaie de nous faire oublier. On va nous dire qu'ils se sont battus pour la démocratie, ils se sont battus pour un gouvernement responsable, ils se sont battus contre la corruption. C'est tout vrai. Mais ils se sont d'abord battus pour faire du Bas-Canada une république. C'était des indépendantistes. Comme l'avaient été avant eux leurs maîtres d'Amérique latine, leurs maîtres de France et leurs maîtres américains. Ce sont les États-Unis qui inspirent tout ce monde-là. Autant le 20e siècle sera le siècle de la décolonisation, si on peut dire, qui est une autre pensée, là. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la décolonisation? C'est que des peuples se débarrassent de la tutelle coloniale, se débarrassent de la servitude étrangère qui leur est imposée, comme nous, les grands philosophes de la colonisation, que ce soit Jacques Beck, France Fanon, Albert Memmi, qui étaient des Martiniquais, des Algériens, des gens des pays de la décolonisation, ont tous dit, d'une façon claire, nous incluons le Québec dans notre définition. Pour eux, nous étions et nous sommes une colonie. Nous sommes une colonie du Canada. D'ailleurs, le mot province, on ne répète jamais assez, vaut mieux se répéter que se contredire. La traduction française de province, ce n'est pas province, mais colonie. Quand on dit la province de Québec, traduction de Province of Quebec, parce que si vous regardez l'acte de l'Amérique du Nord britannique qui nous crée, c'est pas marqué province de Québec, c'est marqué Province of Quebec. Si vous prenez un bon dictionnaire, vous devez traduire ça non pas par province de Québec, mais par colonie de Québec. La traduction française du mot province, c'est colonie. Oui. Les provinces, quand l'Angleterre envahissait, ben, ils divisaient le territoire en provinces.
C'est une particule, en tout cas, moi c'est ce que j'avais compris, c'est que ce soit en Australie ou ainsi dans d'autres pays, ils divisaient les parties du territoire conquis en parties qui s'appelaient des provinces. Aujourd'hui, malheureusement, le Québec est la province du Canada. Comme les colonies américaines. On ne disait pas la province du Delaware. N'oubliez pas que le Delaware, c'est une ancienne province suédoise. Le Delaware, c'était la Nouvelle-Suède. Comme New York était la Nouvelle-Amsterdam, la Nouvelle-Hollande. Le Delaware, c'était la Nouvelle-Suède. C'était des colonies. Quand le Congrès américain s'adresse aux Québécois pour leur dire, aux bas canadiens, pour être plus précis, et à ce moment-là, non, aux Canadiens, le Canada n'existait même pas, c'est avant 1791, quand le Congrès américain s'adresse aux Canadiens que nous sommes, c'est en tant que colonie qu'il s'adresse à nous, et depuis 1774, c'est la colonie de Québec, par l'acte de Québec. Le Québec Act fait de nous la colonie de Québec, qui vient se joindre aux autres colonies américaines de l'Amérique du Nord. Le mot province est comme le mot dominion, puis ainsi de suite, qu'on nous a imposé cela, mais ça n'a aucun fondement historique, encore moins de fondement politique. Nous ne sommes pas une province, nous sommes une colonie. Oui? J'aimerais savoir, en Amérique latine, quel ou pluriel pays ont commencé un peu le mouvement, dans le fond? C'est l'Argentine. Tout part de l'Argentine. Disons que ça n'a pas les mêmes divisions qu'aujourd'hui. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Les indépendances de l'Amérique latine, ce qu'on appelle la guerre de l'indépendance, parce qu'eux ne font pas les distinctions entre pays, la guerre de l'indépendance, c'est de 1806 à 1826. Donc c'est vraiment le début du 19e siècle. C'est c'est en pleine époque napoléonienne, mais il faut faire une distinction entre le Brésil et les autres pays. Le Brésil appartient au Portugal, bien sûr, les autres sont des possessions espagnoles. On y arrive. On y arrive. Donc, les révolutionnaires français, les révolutionnaires américains vont grandement influencer la classe instruite en Amérique latine des années 1800. Comme ça va se faire ici. Ici, nos Papineau qui étudient au séminaire de Montréal, d'autres qui étudient au séminaire de Québec, c'est maintenant dehors d'ailleurs que là. Ensuite, ils vont étudier au séminaire de Montréal. Mais les Chéniers, les Delormiers, les médecins, les notaires, les avocats, qui naissent tous entre 1780 et 1800, c'est cette génération-là. Cette génération-là, également en Amérique latine, va s'abreuver aux idées de la Révolution française. Les historiens spécialisés dans l'histoire des livres, de l'écriture, vont nous dire que c'est l'influence des livres. Les livres de Rousseau vont circuler un peu partout, vont être traduits. C'est la même chose pour Spinoza, c'est la même chose pour les philosophes anglais, John Locke et ainsi de suite. Il y a là des idées qui se répandent. Pourtant, ce sont partout des séminaires, hein, tenus par des religieux. Mais il y a toujours, on le verra chez Simon Bolivar, on va le voir chez l'autre, José San Martin, ces gens-là qui naissent dans des milieux très catholiques auront, à un moment ou à un autre, un professeur libéral, entre guillemets. Parce que les francs-maçons, comme les patriotes, sont des libéraux. Libéraux, là, en termes de 2008, ça s'appelle terrorisme. C'est comme ça que ça s'appelle. Ça n'a pas changé. Libéral en 1800 se dit terroriste en 2008. C'est le même impact, ce sont des... Moi, j'étais le plus jeune fondateur du Parti québécois, j'avais 14 et 15 ans, je me souviens très bien, j'étais à Verdun, quand ça s'appelle le Mouvement Souveraineté Association, au congrès de fondation, on devient le Parti québécois le 15 octobre 68. Ensuite, on met sur pied des sections dans les différents comtés. Quand on se réunissait, ils sont encore vivants, peut-être qu'ils vont se reconnaître, chez monsieur et madame Vurgel sur la rue Godin à Verdun, eh bien, on arrivait à un quart d'heure de distance. On n'arrivait pas tous ensemble. Pourquoi?
nous étions des communistes. On nous appelait... À mon époque, moi quand j'avais 15 ans, les terroristes s'appelaient communistes. C'est des communistes, c'est des barbus, ils ont des cheveux longs et ils portent des jeans. Ça, là, c'est ce qu'on entendait quand on faisait du porte-à-porte, ces jours-là, on entendait ça. Donc, les patriotes sont des libéraux. D'ailleurs, le Parti libéral descend du Parti patriote, c'est ça. Si on fait l'arbre généalogique du Parti libéral, sa souche, ce sont les patriotes de 37-38. Alors que le Parti conservateur ou les Bleus sont ce qu'on appellera les ultramontains. L'Église a préséance sur la société civile, si on peut dire. Alors que les libéraux sont des esprits indépendants, hein? Ce sont parfois même des anticléricaux. Alors, mon arrière-grand-père est rentré avec son cheval de sa voiture à l'église Notre-Dame, à la grand-messe le dimanche, disant au curé en avant, ce terrain-là ne t'appartient pas, ça appartient aux descendants des Éthiopiens. Vous, les Sulpiciens, vous êtes des voleurs. C'était des libéraux. C'était des libéraux, puis il y en avait dans toutes nos familles, hein, je veux dire, surtout à Montréal. À l'extérieur de Montréal, c'était un peu moins répandu. Mais à Montréal, il y avait des libéraux depuis toujours. C'est les descendants des patriotes. Anticléricaux, c'est bords, puis pour ne pas aller plus loin. Il fallait le faire au Canada français, vous savez. Oui? Tu dis que ton... Mon arrière-grand-père. Il a rentré avec la cheval du bonnier dans l'église? Oui, à la grand-messe du dimanche. Oui. Pas d'aujourd'hui, nous autres, on a la tête dure. Non, mais c'était comme ça. Non, c'était comme ça. Puis l'arrière-grand-père est exilé en Australie, puis c'était le plus jeune des exilés, il avait 18 ans. Donc, tu sais, puis sortir de l'église, quand ça ne fait pas notre affaire, moi j'ai appris ça, moi, très jeune. Si ça ne fait pas ton affaire, tu sors. Tu n'es pas obligé de rester là si ça ne fait pas ton affaire. On l'a fait à Saint-Eustache avec Gérald Godin puis Jean Garon, quand on a ramené les restes du docteur Chénier au cimetière de Saint-Eustache en 1988, je crois, puis que l'évêque en avant nous a dit qu'il était, avec M. Rayun en tête, nous a dit qu'il était temps qu'Anglais et Français, on se donne la main autour du cercueil de Chénier, dans ce beau et grand Canada, qui était si bon pour nous. Je me suis levé et je suis sorti, avec le docteur Lazur, avec Jean Garon, avec Gérald Godin. Puis j'ai vu, si vous avez super écran, là, parce que j'étais chez ma soeur, il y a des films, là, il y a 3-4 postes de films, puis il y en a un, c'est l'histoire de l'indépendance de l'Irlande actuellement. Ça m'a bien étonné, parce que j'ai vu vers 1900, 1905, ils sont très catholiques comme nous l'étions, si on peut dire, puis à un moment donné, le curé parle des grandes valeurs du roi d'Angleterre, et où j'ai vu les gens se lever, puis sortir de l'église. Et là, ça m'a rappelé ce genre de protestation qui existait ici, et qui existait en Amérique latine. Oui? Le mot libéralisme, liberté. C'est liberté. Liberté. Oui, livre et liberté, c'est la même chose. Liberté. Ah, oui. Le libéralisme, c'est la philosophie de la liberté. Ça vient de Montesquieu. Ça vient de Montesquieu, oui, ça vient de Montesquieu. Ça vient de Rousseau, ça vient de Voltaire. Une pensée de libération. C'est-à-dire que la liberté a préséance sur toute autre considération. C'est pour ça que les francs-maçons, par exemple, mais pas seulement eux, les indépendantistes américains, comme les indépendantistes latino-américains, sur lesquels on va revenir plus attentivement la semaine prochaine, mais ont la même obsession. Liberté religieuse, liberté de conscience, liberté de parole, liberté de circulation des idées. Ce qu'on appelle les droits de l'homme, les droits de la personne, c'est l'héritage du siècle des Lumières. C'est ce qu'elle ferait a compris. Ah, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Puis ici, on peut dire que les libertés fondamentales ne sont vraiment apparues que tardivement au Canada français. Je vous rappelle que le libéralisme comme pensée politique n'a été autorisé par l'Église que vers 1900. C'est le pape Léon XIII qui va arriver vers 1893, 1895, presque 1900, va autoriser les catholiques de la terre à voter libéral. C'était péché de voter libéral. D'ailleurs, s'il n'avait pas dit ça, jamais Wilfrid Laurier serait devenu premier ministre.
On ne votait pas libéral ici. On votait libéral à Montréal, on votait libéral. Puis quand je dis à Montréal, c'est pas parce qu'on était plus fin que les autres, c'est parce que c'était un peu mêlé, puis cosmopolite. Puis bon, c'est une ville, là, avec tout ce que ça veut dire. Mais on ne votait pas libéral. On votait libéral dans les vieilles familles patriotes, qu'il y en a toujours eu, où les gens ne parlaient pas, mais continuaient la pensée patriote, si on peut dire. Mais l'Église condamnait au péché mortel, à l'excommunication, au refus des sacrements et au refus de l'enterrement, quiconque ne votait pas conservateur. C'était comme ça jusqu'en 1900, excusez-moi. S'il y a les bleus, l'enfer est rouge. Oui, tout à fait. J'avais une question, parce qu'on parle de la descendance des patriotes avec le Parti libéral. Quand j'étais au bac à l'université, il y a quelqu'un qui m'avait dit que, bon, Robert Bourassa, bon, c'est Henri Bourassa, son père. Est-ce que c'est vrai que le grand-père d'Henri Bourassa, c'est que Joseph Papineau? D'abord, une chose certaine, ils ne sont pas parents. Okay. Robert n'est pas le fils d'Henri. Mais une chose certaine, cependant, le Parti québécois, le mouvement Souveraineté Association, a été fondé dans le sous-sol de Robert Bourassa. Pendant que sa femme faisait du spaghetti. C'est là que M. Lévesque a écrit son livre. Puis il y en avait un autre qui était là, qui était M. Gérin Lajoie, qui vit toujours d'ailleurs, dans votre coin, ça, dans Vaudreuil, et ainsi de suite, qui lui a été avec M. Lévesque jusqu'à la toute fin, puis qui a dit pour. Et moi, c'est des choses qui m'ont été dites là, par les témoins oculaires. Là. On ne voit pas ça dans les livres, pas parce que c'est secret, mais parce que ça a l'air anodin. Mais il était d'accord avec M. Lévesque, puis à un moment donné, il y a eu un téléphone. Il est revenu voir M. Lévesque dans le sous-sol de M. Bourassa, puis il a dit pour des raisons personnelles, je ne peux plus continuer. Ça, c'est Paul Gérin-Lajoie. Robert Bourassa était d'accord avec M. Lévesque, et lui aussi, pour des raisons personnelles, a laissé tomber. Henri Bourassa, qui n'était pas parent avec Robert, c'est le petit-fils de Louis-Joseph Papineau. Ça, c'est le fondateur du Devoir. Non, ça je savais, mais j'avais cru comprendre. C'est le petit-fils. Aucun. Mais on oublie souvent le père d'Henri, j'en profite juste pour le mentionner, qui est Napoléon Bourassa. Vous voyez la belle petite église Notre-Dame de Lourdes, au coin de Saint-Denis et Sainte-Catherine, là, qui était président de Saint-Jean-Baptiste d'ailleurs, c'est Napoléon Bourassa qui est un personnage très important de notre histoire. C'est un conservateur. Oui, c'est un conservateur, tout à fait. Conservateur au début, oui, c'est un conservateur. Toujours des nuances là-dedans, là, mais c'est un conservateur. Donc, ceux qui deviendront les chefs indépendantistes de l'Amérique latine s'instruisent autour de 1800, fréquentent les séminaires, très souvent certains d'entre eux étudient en Espagne, puisque ce sont des fils de nobles, parce que autant, et ça c'est une grande différence entre l'Amérique du Sud et nous. Moi, j'aime pas le terme Amérique latine, parce qu'on voulait être très strict. L'Amérique latine, ce serait tous les pays où on parle l'espagnol, le portugais, le français, parce que nous sommes une langue latine, et on devrait dire Haïti, puisque la langue est le créole, mais qui est le créole haïtien est une langue latine, en fait, est une langue grandement inspirée du français, pas uniquement, mais grandement du français, qu'on pourrait à la limite le compter dans les langues latines. Les langues latines, c'est le roumain, le français, l'italien, l'espagnol et les différents créoles, le catalan, le basque. Vous mettez 300 patois français, donc c'est beaucoup, là, et peut-être 600 patois espagnols, 100 patois portugais, 100 patois roumains, ça en fait beaucoup, là. Donc, quand on parle de l'Amérique latine, ce n'est pas que l'Amérique du Sud. On ne peut pas exclure le Mexique. Parce que le Mexique fait vraiment partie de l'Amérique latine au sens géopolitique du terme, si on peut dire. Le Québec, disons qu'à la limite, nous sommes à l'extrême nord, mais c'est quasiment épouvantable de faire une exception pour nous. C'est comme s'il y avait juste nous autres qui ne le seraient pas. Et nous sommes latins autant qu'eux. De par la langue, tout au moins, la culture et la civilisation. Mais pour les besoins de nos rencontres, ce qu'on appelle l'Amérique latine sont les pays de l'Amérique. C'est pas juste l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et l'Amérique du Nord, parce que le Mexique fait partie de l'Amérique du Nord. Donc c'est ça l'Amérique latine. Puis en Amérique
du Sud, on exclut les Barbades, qui sont un pays anglophone, puis le Suriname, la Guyane hollandaise, puis il y a une autre, il y a une Guyane anglaise, là, qui ne l'est plus, mais il y a au moins une île, là. Le Belize. Bon, le Belize, qu'on ne peut pas, stricto sensu, compter comme appartenant à l'Amérique latine, au sens où on l'entend généralement. Mais brossons ça grossièrement. L'Amérique latine, telle qu'on la connaît aujourd'hui, l'Amérique du Sud, telle qu'on la connaît, ce n'est pas cette indépendance-là qui aura lieu dans les années 1800. Les pays vont s'individualiser au fil des décennies. Mais au début, ce n'est pas vraiment comme ça. Mais le premier pays qui va se libérer, c'est l'Argentine. À un moment donné, on va parler des Provinces unies, où il y aura l'équivalent d'une douzaine de pays actuels qui vont s'unir autour de M. José San Martin, dont on verra la carrière plus en détail la semaine prochaine, qui vont également se réunir. À ce stade-ci, ce sur quoi je veux insister, c'est que les chefs indépendantistes de l'Amérique latine vont fréquenter les collèges, sont donc des gens instruits. C'est la bourgeoisie. En réalité, leur vrai nom, c'est les créoles. Parce qu'un créole, contrairement à ce qu'on est porté à penser, ce n'est pas quelqu'un qui est le fruit du mixage entre un blanc, un noir, un blanc, un rouge, un noir. Un créole, c'est quelqu'un qui naît dans la colonie. Donc, ici même, dans le temps de la Nouvelle-France, nous sommes descendants de créoles, si on prend ce sens-là, dans son acception la plus précise. Donc, la bourgeoisie, la noblesse espagnole et portugaise, si on parle du Brésil, la noblesse de l'Amérique latine, s'instruit en Europe, fait des études supérieures, l'équivalent des cours classiques, et c'est en étudiant, en suivant des cours de philosophie, de littérature, d'histoire, que ce goût de la liberté va se transmettre. Les plus instruits d'entre eux vont adhérer à des loges maçonniques. Je vous l'ai dit, Simon Bolivar, c'est un franc-maçon, José San Martin, c'est un franc-maçon. Tous les chefs indépendantistes américains sont des francs-maçons. Les chefs patriotes ici sont influencés par la pensée maçonnique. Les révolutionnaires français sont des francs-maçons. Les Robespierre, les Marron, les Danton, c'est tous des francs-maçons. J'espère que l'effet d'entraînement se repose-tu fort. Et ceux qui m'écoutent, ils l'ont été pour les idées de décolonisation. Comme ça, donc, c'est le naturel trop doux. Mais oui, absolument. Et donc, ces idées-là, ils vont les prendre au collège. Après la pause, on va revenir de façon plus précise, mais ils vont les prendre au collège. Les lumières de la raison qui vont venir répandre l'idée de l'indépendance, que les Jefferson, les Benjamin Franklin, les grands chefs de la Révolution française auront déjà mis sur la place publique, les jeunes latino-américains vont s'en emparer et vont profiter de la faiblesse de Napoléon et du nationalisme que son occupation va provoquer pour mettre sur pied une pensée indépendantiste latino-américaine. Après la pause, on va continuer. Donc, la semaine prochaine, on le verra plus en détail. Je vais m'attarder sur l'indépendance du Brésil. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on parle de l'Amérique latine, le grossièrement, et c'est grossièrement parce que l'Amérique latine, au sens où on l'entend, c'est à la fois géographique, puis c'est à la fois géopolitique et linguistique. Mais au sens où on l'entend, ce sont les pays qui ont été colonisés par l'Espagne et le Portugal. C'est ce qu'on entend par l'Amérique latine. Donc, il y a une partie qui est l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et l'Amérique du Nord. Le Mexique joue un rôle très important. Et pour vous montrer à quel point l'influence maçonnique
était très forte, même au Mexique, dans un pays catholique à 124%, pour que le pape puisse se rendre. Là, ça a pris toute une cérémonie. Puis il n'a pas été accueilli par le président de la République, c'est pas pour rien, parce que les institutions mexicaines sont ainsi faites qu'il ne peut y avoir aucun lien avec l'Église catholique. Même encore aujourd'hui. Ça nous étonne souvent, parce que s'il y a, en tout cas en Amérique du Nord, s'il y a un peuple catholique, c'est bien le peuple mexicain. Autrefois, on pouvait dire la même chose du peuple canadien-français. Mais on peut encore le dire du peuple mexicain. Et pourtant, il y a une séparation d'Église et de l'État. La séparation d'Église et de l'État, qui va être un des fers de lance des patriotes de 37-38, mais des chefs indépendantistes latino-américains, c'est l'idée maçonnique par excellence. Les maçons se battent encore pour ça. Si vous voyez, par exemple, certains groupes actuellement qui font la promotion de la laïcité au Québec même, sont des groupes qui sont influencés, inspirés par la pensée maçonnique. Donc, quand les chefs indépendantistes latino-américains étudient en Europe, surtout en Espagne, mais aussi en France, ces gens-là, les chefs, ça parlent tous français, presque. C'est l'époque où le français est vraiment la langue, la lingua franca, c'est la langue d'échange international, c'est la langue de la diplomatie, c'est la langue de la philosophie, c'est la langue des sciences. L'anglais commence à prendre de la place, mais le français occupe encore une très grande place. Donc les chefs indépendantistes latino-américains se forment en Europe. Ce sont pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart, des descendants et des enfants de nobles, de la noblesse. Il est difficile pour nous du Québec de comprendre la situation comme telle en Amérique latine parce qu'il y a beaucoup de différences. D'abord, les Amérindiens, ce qu'on appelle ici les Amérindiens, comparés aux Indiens, qui est le nom qu'on leur donnait en Amérique latine, eh bien, écoutez, ici, il n'était que quelques centaines, quelques milliers, alors qu'en Amérique latine, c'est par centaines de milliers, sinon des millions. Il y en a eu beaucoup. Et de grandes civilisations. Les Mayas, les Aztèques, les Incas. On n'a pas ici, en tout cas, on n'a pas encore trouvé de traces, à cause du climat. C'est pas parce que... et d'ailleurs, ils n'étaient pas tous des nomades dans le sud. Ici, c'était des nomades. Les gens venaient chasser, puis quand les grands froids arrivaient, s'en retournaient où c'était plus endurable, quelques-uns restaient, et ainsi de suite. Mais ça ne se compare pas. Tout à fait. Puis certains ne l'ont fait que tardivement. Comme les Mohawks, c'est tardif. Là. Ce sont des récompenses parce qu'ils ont été alliés des Anglais pour se battre contre les Français. C'est tout à fait récent, ça, dans l'histoire. Et étant métis moi-même, je suis bien à l'aise pour le dire. Il y avait des Indiens français, comme ceux de mes ancêtres, les Abénaquis, puis des Amérindiens plus anglophones qui ont été assimilés, comme mes autres ancêtres du côté paternel. Ma grand-mère, moi, demeurait à ce qu'on appelait Cocknoaga. La parenté d'enterrée là. Ma grand-mère avait un hôtel là-bas, mais ça, c'était des Indiens anglais, ceux-là, qui avaient été anglicisés. En Amérique latine, c'est autre chose. Ce sont de grandes civilisations, ce sont des territoires peuplés aussi anciennement que l'Europe. Rappelez-vous ce qu'on a vu pour la Finlande, là, quand on regardait l'histoire des Lapons là, dans le nord de la Finlande et dans les pays nordiques de l'Europe, qui apparaissent là-bas presque à des temps immémoriaux. C'est pareil pour l'Amérique latine. La colonisation, ici en Nouvelle-France, il n'est pas venu de monde. Déjà, on trouvait que les Américains et les Anglais avaient envoyé 10 fois plus de monde que la France n'avait envoyé au Québec. Quand on va en Amérique latine, il faut multiplier par 100. La colonisation a été massive. La colonisation en Amérique latine a été dure. Là-bas, on parle des conquistadors puis des libertadors. Les conquistadors, c'est ceux qui font la conquête.
Les Libertadores, c'est les Bolivar, les San Martin et les autres chefs indépendantistes, si on peut dire. Mais les conquistadors, la conquête a été épouvantable là-bas. Je me demande, je ne veux pas me tromper, je ne veux pas faire la même erreur que M. Michaud, mais je ne veux pas me tromper, mais je me demande jusqu'à quel point il n'y a pas eu un génocide amérindien là-bas. Le mot génocide, il faut faire attention quand on l'utilise, là, mais je veux dire, il y a eu des destructions massives des civilisations amérindiennes, par milliers, sans doute par centaines de milliers. Il y a quand on lit l'histoire de la conquête espagnole et portugaise, mais c'est surtout espagnole qui nous frappe, c'était des exterminations massives de citoyens amérindiens. Donc, et c'est important de dire parce que ce qui a eu lieu en Amérique latine est un colonialisme sauvage. Il y en a eu un ici aussi, mais ça ne se compare pas. C'est vraiment là, dans une autre dimension. C'est important de le mentionner parce que beaucoup des populations sud-américaines ou latino-américaines sont des métis. Ici, on commence à peine à le dire. Et pourtant, il y a des chiffres qui parlent de 25, 30, 40% de Québécois qui auraient à un moment ou un autre des origines amérindiennes. Et ici, lorsque quelqu'un avait un enfant avec une amérindienne, sur le baptistère, on ne le mentionnait pas. Donc, lorsqu'on fait nos arbres généalogiques, c'est très difficile de trouver une ascendance amérindienne. En Amérique du Sud, c'est assez massif, le métissage. Un pays comme le Paraguay, par exemple, qui est le seul, à ma souvenance, va même avoir comme langue officielle l'espagnol et le guarani. Le guarani, c'est des petits chanteurs qu'on voit des fois à Rome. Il y avait un film, là, qui cherche le titre du film, là. Quelqu'un va s'en souvenir. Non, c'est un film assez... Oui. Parce que le Paraguay, c'est une colonie des Jésuites, ça. C'est des Jésuites qui vont... je vous dirai la semaine prochaine, ça porte un nom, l'expérience qu'ils ont portée là-bas. Une forme d'indépendance, d'ailleurs, qu'ils ont donnée aux Amérindiens. Les cités portaient un nom là, tout à fait spécifique. Donc, il y a eu beaucoup d'Amérindiens, beaucoup de métissage et beaucoup de colonialisme. Donc, quand ceux qui deviendront les chefs indépendantistes, les Pierre Bourgault de l'Amérique latine, vont se former en Espagne, comme les chefs indépendantistes du Vietnam vont se former en France. Moi, j'étais ami avec ceux qu'on appelle les Québec Boys. Les Québec Boys, ce sont les conseillers du général de Gaulle, qui, une fois le général mort, ont continué d'aider la cause de l'indépendance du Québec. Et leurs confrères au Quai d'Orsay et dans d'autres ministères de France les appelaient les Québec Boys. Je peux en nommer parce qu'ils sont morts. Les Philippe Rossillon, l'homme le plus riche de France. Les Martial de la Fournière, conseiller du premier ministre de France. Les Bernard Dorin, qui vit toujours, ambassadeur au Brésil et chef des Amériques au Quai d'Orsay. Et le Pierre-Louis Malin, journaliste de l'ORTF. Dans la presse québécoise, sa fille écrit tous les mois là, un extrait sur ce que son père a fait. C'est son père qui a fourni le micro au général sur le balcon de la ville de Montréal quand il a crié « Vive le Québec libre ». Et M. Malin avait été nommé ici dès 1963-64 par le général de Gaulle via son ministre Perfit pour dire « Faites connaître le Québec ». Donc, il y en a d'autres. Les Québec Boys sont des gens qui aidaient le Québec, qui l'ont aidé jusqu'à la fin d'ailleurs. Ils étaient plus indépendantistes que plusieurs Québécois. Mais ce pourquoi je parle des Québec Boys, c'est que parmi ces gens-là, il y a justement Martial de la Fournière, qui est membre de l'Ordre du Québec, qui était décoré de l'Ordre du Québec, qui était conseiller diplomatique du premier ministre de France. Ça veut dire qu'il pouvait l'être pour plusieurs premiers ministres successifs. C'est comme un poste permanent, si on peut dire. Et lui, il faisait partie des compagnons du général de Gaulle. Donc, immédiatement après la guerre, quand est arrivée la guerre d'Indochine et la fin de la guerre d'Indochine, il a été mandaté, il n'était pas tout seul, mais il a été mandaté pour négocier avec les chefs vietnamiens
l'indépendance du Vietnam. Puis ils m'ont raconté qu'avec le général, il ne faut pas que j'oublie son nom, Dieppe, qui est un grand chef indépendantiste vietnamien. À un moment donné, il se retrouve dans une maison où là, on négocie l'indépendance du Vietnam, c'est pas rien. Puis ils ont rentré là, puis autour de nous, là, c'est toutes des, on appellera des Viet Cong par la suite, on ne disait pas ça comme tout de suite immédiatement comme ça, des guerrieros, si on peut dire vietnamiens, avec des mitraillettes, puis ça tire. Puis il dit là, ils ont, on n'est pas dedans, là. C'est la fameuse grande bataille, je crois, après de... Voilà. Voilà. Et M. de la Fournière me raconte que le général Diap s'est d'abord levé et pendant 8 heures, il lui a décliné par cœur des discours de Saint-Just, des discours de Robespierre, des discours de Danton. Cet homme avait fait ses études à Paris. Donc les idées révolutionnaires dans lesquelles il baignait, ces chefs indépendantistes vietnamiens, étaient des idées françaises, étaient des idées révolutionnaires. C'était la même chose pour les chefs latino-américains. Ils sont allés se former en Europe, puis ils sont revenus d'Europe avec ces idées indépendantistes-là. Oui, monsieur Rémy. Il faut savoir, je sais que dans le cas du Vietnam, souvent, il y a des gens qui allaient étudier en France, qui échangeaient avec, par exemple, des gens d'Algérie, des Algériens qui étudiaient en France. Est-ce qu'il y avait un échange entre étudiants de plusieurs nations en Espagne? On dit, comment vous avez fait chez vous? Est-ce qu'il y avait un échange comme ça aussi? Ou c'était plus, disons, hermétique? À ce moment-là, plusieurs de ceux qui vont étudier en Espagne vont aller à Paris. Hein? Les San Martin, San Martin, si on peut dire, là, il va venir en France souvent. D'ailleurs, il va mourir en France, à Boulogne-sur-Mer. Donc, la France est vraiment le nœud de la pensée révolutionnaire à ce moment-là. Donc, il y aura certains échanges. Il y en aura davantage dans la décolonisation des années 50, des années 60. Là, il en a faire. Y compris du Québec. Le mouvement indépendantiste québécois là, que va lancer Raymond Barbeau, qui lui est plus à droite, nettement plus à droite, mais avec l'action socialiste de Raoul Leroy, puis le RIM, de M. d'Allemagne, Chaput et Bourgault par la suite, eux s'inspirent directement de la révolution algérienne. C'est pour ça qu'on se situe dans le mouvement de la décolonisation, si on peut dire. Donc, quand ils vont se former là-bas, ils viennent avec les idées révolutionnaires, qui sont les idées révolutionnaires françaises, je parle des latino-américains, et les idées révolutionnaires américaines. C'est les États-Unis qui partent le bal. Les Français vont arriver par la suite. Puis le nick de ces idées-là, comme dirait ma grand-mère, il part d'Angleterre. Ce sont les philosophes anglais qui partent ça. C'est réapproprié par les Français, par les Américains. Les Américains font leur indépendance. Une dizaine d'années après, les Français font pareil. Puis après la Révolution française, là, rien que ça, il faudra en parler pendant un mois, arrive Napoléon. Pendant la Révolution française, arrive Bonaparte. Napoléon arrivera par la suite, si on peut dire, mais c'est d'abord le général Bonaparte qui deviendra Napoléon. Et Napoléon fait la guerre à toute l'Europe avec son frère Joseph. Là, je nous rapproche de notre histoire. Avec son frère Joseph, ils occupent l'Espagne. Puis là, l'Espagne est bien occupée. Puis pendant que l'Espagne est bien occupée, les latino-américains, fils de nobles, mais ne se définissant plus comme espagnols, mais comme latino-américains, si on peut dire, je pense aux Argentins, entre autres, parce que le premier pays, c'est l'Argentine en 1816. Les guerres d'indépendance commencent en 1806, se terminent en 1826. Donc, les chefs latino-américains étudiant en Europe, revenant en Amérique, se servent du fait que l'Espagne est occupée à se défendre contre Napoléon. Napoléon qui occupe l'Espagne, qui nomme son frère roi d'Espagne d'ailleurs, la famille royale, et c'est des Bourbons qui sont là. C'est les petits-enfants de Louis XIV, on parlait de Louis XIV, il a mis ses petits-enfants sur tous les trônes d'Europe. Eh bien, profitant de ce désarroi de l'Espagne, les chefs latino-américains vont lancer cette guerre d'indépendance qui va durer 20 ans. C'est long. C'est pas tout le monde qui est chanceux comme le Kosovo. Les Américains déclarent l'indépendance en 1776.
Ils vont être reconnus en 1783. Les latino-américains commencent à déclarer l'indépendance la première fois en 1810. En 1816 pour l'Argentine, puis là, ça va tomber un par année dans plusieurs pays sous l'action de Bolivar et ainsi de suite. Je mets le Brésil de côté. Un cas particulier, c'est le Portugal, puis pendant les mêmes occupations napoléoniennes, le roi du Portugal, la monarchie portugaise va s'en venir au Brésil pour garder sa job. Comme la reine de Hollande s'est emmenée au Canada pendant la guerre de 39-45, parce que c'était sous l'occupation hitlérienne, ils s'en viennent ici pour sauvegarder la monarchie. Le Brésil fait la même chose, dans les circonstances qu'on verra la semaine prochaine. Le Brésil devient un empire, tout se dirige, tout est dirigé à partir du Brésil, puis à un moment donné, les républicains vont les débarquer, puis ils vont faire la République au sens où on l'entend, puis notre ami nous disait que la grande fête là-bas, c'est encore la journée de la République. Une des fêtes, il y en a plusieurs autres, mais c'est une des fêtes importantes. Donc, profitant de la situation internationale, profitant du fait que l'Espagne est accaparée par les guerres napoléoniennes, les chefs indépendantistes de l'Amérique latine vont lancer le combat de l'indépendance. Ça va leur prendre des années, ils vont rencontrer bien des défaites sur lesquelles on entrera dans le détail. Donc, je vais terminer là-dessus en disant que le contexte international est aussi important que les convictions et que la volonté indépendantiste du peuple concerné. On l'a vu dans d'autres pays, on le voit pour l'Amérique latine. Le contexte international a joué pour beaucoup. Quand le pays duquel on veut se séparer est occupé à combattre ou est occupé sur un autre champ que celui qui concerne directement le peuple qui veut se libérer, c'est le temps d'en profiter. Puis nous, il faudrait espérer que nos chefs au Québec aient cette habileté. Ce n'est pas qu'une... Et tous les peuples dont je vous parle, et là vraiment je termine là-dessus, tous les peuples dont je vous parle, il n'est pas question de référendum nulle part. Il n'y a pas eu de référendum aux États-Unis pour faire l'indépendance, il n'y a pas eu de référendum en France pour faire la Révolution française, il n'y a pas eu de référendum dans aucun des 12-15 pays de l'Amérique latine pour faire l'indépendance. Ici, le référendum, c'est une idée que Pierre Elliott Trudeau a soufflé à l'oreille de Claude Morin, puis qu'on a accepté, puis considéré comme étant hautement démocratique. Je ne remets pas ça en question. Je veux simplement dire que pour faire l'indépendance, il y a différentes façons. Puis, puis il n'y a pas que les armes. On en a vu beaucoup jusqu'à maintenant qui ont été sur tous les armes, mais il n'y a pas que cela. On va en voir d'autres où là, on va faire 3 semaines sur l'Amérique latine. Ensuite, on va faire l'indépendance d'Haïti. Ensuite, on va rentrer dans l'indépendance des pays baltes. Et là, on va voir énormément de similitudes avec le Québec. C'est pourquoi on a voulu faire cette saison-ci, c'est pour te montrer que d'une part, les Québécois ne sont pas les seuls à travers le monde à avoir aspiré à l'indépendance, et ça n'a pas été nulle part facile. On n'est pas les seuls à s'être déjà dit non, on n'est pas les seuls lorsque c'eût été difficile. Surtout lorsqu'on ne prend pas les armes, la démocratie, c'est le chemin le plus long. C'est le chemin le plus long, puis l'histoire des autres peuples nous démontre à quel point ce n'est pas facile. Rarement ceux qui ont lancé l'idée de l'indépendance ne l'ont vu se réaliser. C'est l'exception. Mais ils ont le grand mérite d'avoir préparé le chemin. Bonne semaine et à la semaine prochaine.